Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Quand j'étais plus jeune, j'avais l'habitude de regarder les téléfilms sur la 6 et sur la 1. C'était, vous savez, les téléfilms américains tirés d'une histoire vraie. Et je me souviens qu'à l'époque, l'un de ces films m'avait particulièrement marqué, c'est Death of a Cheerleader. Et dernièrement, j'ai décidé de le regarder une nouvelle fois, parce que je l'avais trouvé profondément triste à l'époque. Et après l'avoir vu, je me suis dit que j'allais vous raconter l'histoire vraie derrière ce téléfilm. Dans cette affaire, il serait question de pom-pom girl, de jalousie et de rendez-vous mortel. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. L'histoire se déroule en 1984 aux États-Unis, plus précisément à Orinda, une petite ville de 16 000 habitants en Californie. La famille Costa est ce qu'on peut appeler une famille aisée et bien vue dans la communauté. Le père de famille, Arthur, est cadre dans une grande société et son épouse Berry travaille à temps partiel dans un centre communautaire local. Ils ont 2 enfants, Peter et Kirsten Marina. Kirsten, c'est une lycéenne de 15 ans en première année que ses proches décrivent comme pleine de vie et sûre d'elle. C'est également la fille la plus populaire de son lycée, le Miramont High School. Elle est très jolie, elle pratique la natation, elle est entourée d'amis, elle a de bonnes notes et elle fait partie de l'équipe des pom-pom girls du lycée. Forcément, dans la mesure où c'est la fille la plus populaire de l'école, Kirsten a sa place dans le yearbook du lycée, c'est l'annuaire du lycée. C'est un album de fin d'année qui retrace les événements majeurs d'une année scolaire. Dans ce livre, on immortalise les souvenirs des lycéens soigneusement triés avec des photos et des anecdotes. Beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce type d'annuaire dans les téléfilms américains de la 6 ou de la 1 et c'est une vraie tradition aux États-Unis, en Australie et au Royaume-Uni. Comme je vous l'ai dit, Kirsten, c'est la fille la plus en vue de son lycée. Elle ne laisse personne indifférent. Les garçons lui courent après, les filles se bousculent pour être sa copine, elle est belle, elle est toujours bien habillée, elle a la classe et c'est la cheerleader. Donc les filles veulent impérativement devenir pom-pom girl pour pouvoir la côtoyer. Et forcément, elle attise la jalousie. Une jalousie qui s'avérera mortelle. Le jeudi 21 juin 1984, vers 21h, Berit, la mère de Kirsten, reçoit un coup de fil à la maison. Une jeune fille qui dit se prénommer Bobby lui explique qu'elle est l'une des amies de Kirsten. Elle sait que Kirsten est à son entraînement de pom-pom girl, donc elle voulait être sûre d'avoir sa mère au téléphone. La sororité Bobolink va organiser un dîner surprise pour Kirsten qui vient tout juste d'intégrer le groupe. Alors, la sororité Bobolink, c'est un groupe de bénévoles qui ressemble davantage à une sororité. C'est pour ça que je vous parle de sororité. C'est le groupe auquel les filles veulent appartenir parce qu'il rassemble toutes les filles riches et populaires d'Orinda. Berit connaît plus ou moins toutes les amies de sa fille. Elle ne connaît pas cette Bobby, mais elle est ravie d'être dans la confidence. Bobby lui dit que la sororité a prévu ce dîner surprise pour samedi soir. Si elle est d'accord, quelqu'un passera récupérer Kirsten devant chez eux. Berit accepte aussitôt. Généralement, elle préfère que sa fille ne sorte pas le soir les week-ends pour pouvoir étudier, passer un petit peu de temps avec sa famille. Mais là, elle se dit que c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Et puis, elle fait confiance à sa fille. Elle sait qu'elle ne rentrera pas trop tard, qu'elle va pas faire n'importe quoi. Donc, elle lui dit « Ok, il n'y a pas de souci ». Elle raccroche en promettant à Bobby de ne pas vendre la mèche. Mais le lendemain, lorsque Kirsten rentre à la maison, elle lui dit « Écoute, samedi, la sororité a prévu quelque chose de spécial pour toi, je peux pas t'en dire plus, mais fais-toi jolie, prépare-toi pour 20h30 et ne rentre pas trop tard. » Et elle n'en dit pas plus. Et lorsque Kirsten entend ça, elle est folle de bonheur. Elle demande à sa mère, elle lui dit « S'il te plaît maman, qu'est-ce qu'on a prévu pour moi? Je veux savoir. » Sa mère lui dit « Non, je ne t'en dis pas plus. » Et Kirsten est folle de bonheur parce que d'une part, elle est très heureuse d'avoir intégré cette sororité qui représente sur le plan symbolique quelque chose d'assez énorme à Orinda. Et elle se dit, purée, je viens d'intégrer le groupe et on prévoit déjà une surprise. Le samedi 23 juin, en début de soirée, Kirsten vient de se préparer. Elle a soigné chaque détail de sa tenue et de sa coiffure. Ses parents et son grand frère sont sortis pour dîner dehors, donc elle est seule à la maison. Sa mère l'appelle à 20h20 pour lui demander de ne pas oublier d'allumer la lumière du porche en partant. Elle souhaite à sa fille une bonne soirée avec ses amis et elle raccroche. Kirsten est folle d'impatience, elle est tout
toute excitée, elle repense à sa place dans le groupe, elle se dit mais si on décide de faire quelque chose pour moi, c'est que je dois vraiment avoir une valeur bien spécifique. Elle a que 15 ans, elle vient tout juste d'intégrer le groupe et elle en peut plus. Elle veut savoir ce qu'on a préparé pour elle. Elle appelle l'une de ses amies les plus proches et elle lui dit écoute, là je viens de me préparer, je sais qu'il y a quelqu'un qui doit venir me récupérer, mais s'il te plaît, dis-moi ce que vous avez prévu pour moi. Et sa copine à l'autre bout du fil lui dit écoute, je vois pas de quoi tu parles. Je suis pas au courant de quoi que ce soit en ton honneur fait par la sororité, donc non, je vois pas de quoi tu parles. Kirsten sourit au téléphone, elle se dit bon ok, elle doit pas vendre la mèche, donc voilà, elle préfère ne rien me dire pour que ça reste une surprise. Elle raccroche et elle attend patiemment qu'on vienne la récupérer. Finalement, à 20h30, Kirsten entend une voiture klaxonner devant chez elle. La jeune fille se précipite dehors, toute excitée. Il fait nuit dans le petit quartier résidentiel, il n'y a personne hormis cette voiture moutarde. Kirsten monte à l'intérieur et la voiture démarre. Environ 30 minutes après, aux alentours de 21h, Kirsten se précipite vers une grande maison située dans un quartier résidentiel de la ville de Moraga. Elle frappe à la porte, elle semble complètement bouleversée. Le couple qui vit là, Alexander et Mary Jane Arnold, lui ouvre la porte et Kirsten leur explique qu'elle était en voiture avec une amie près de l'église, mais son amie est devenue bizarre et elle ne veut pas remonter en voiture avec elle. Elle leur demande si elle peut appeler ses parents pour qu'ils viennent la récupérer. Le couple Arnold voit devant chez eux sur la route une voiture jaune moutarde, il y a une jeune fille à l'intérieur et elle les fixe. Mais de là où il se trouve, avec le manque de visibilité, ils ne voient pas à quoi elle ressemble. Et ils disent à Kirsten qu'elle peut rentrer, elle peut appeler ses parents. Kirsten rentre chez les Arnold, il y a du monde ce soir-là, parce que les Arnold ont organisé une soirée avec des amis, et tout le monde remarque qu'elle a l'air bouleversée. Kirsten appelle chez elle, pas de réponse. Et elle dit au couple Arnold que ses parents ne sont toujours pas rentrés. Là, Alexander Arnold lui propose de la raccompagner chez elle. Orinda, ça se situe à une dizaine de minutes en voiture de Moraga. Kirsten accepte. Elle monte en voiture avec Alexander Arnold et durant le trajet, Alexander Arnold remarque que la voiture jaune moutarde les suit. Mais Kirsten le rassure. Elle lui dit que c'est une dispute de rien du tout qu'elle a eue avec son ami et que ça passera. Alexander Arnold lui demande si elle est sûre, parce que elle avait l'air quand même assez bouleversée. Et Kirsten lui dit oui, vous inquiétez pas, déposez-moi chez moi, mes parents vont rentrer et voilà, ça va se tasser tout seul. Alexander Arnold se dit bon ok, ça doit être une petite dispute entre adolescentes, rien de très sérieux. Ils arrivent devant la maison des Costa, Kirsten sort de la voiture et Alexander Arnold lui demande si elle veut qu'il l'accompagne jusqu'au porche. Et elle lui dit non, vous inquiétez pas, c'est bon, je suis arrivée, ne vous inquiétez pas. Alexander Arnold lui dit ok, malgré tout, il reste dans sa voiture devant la maison parce qu'il veut quand même s'assurer qu'elle rentre chez elle, en toute sécurité. Et de là où il se trouve par rapport au porche, il y a quand même quelques mètres qui le séparent, il y a peu de visibilité, et ce qu'il voit, c'est qu'au moment où Kirsten arrive sous le porche, une jeune fille se précipite vers elle. De l'endroit où il se trouve, il ne voit pas à quoi ressemble la jeune fille, mais il entend une sorte de dispute, il voit des gesticulations comme si les deux filles se bagarraient, puis l'ami de Kirsten prend la fuite. Ce qu'il n'a pas bien saisi à ce moment-là, à cause de la nuit et du manque de visibilité, c'est qu'au moment où Kirsten s'apprêtait à ouvrir la porte de chez elle, son ami s'est jeté sur elle avec un couteau et elle l'a poignardé à 5 reprises avant de prendre la fuite. Mais même s'il n'a pas compris ce qu'il s'est passé, Alexander Arnold décide de suivre la voiture jaune moutarde. À ce moment-là, Kirsten est recroquevillée sur elle-même, elle est recouverte de sang et elle hurle de douleur. Elle parvient malgré tout à se relever et à se rendre chez ses voisins, les Hillman. Arthur Hillman, qui était devant la télé avec ses enfants et sa femme, court et ouvre sa porte. Et là, il voit Kirsten. Elle le supplie de l'aider. Elle lui explique qu'on vient de la poignarder, mais Kirsten a de plus en plus de mal à parler puisque son poumon a été touché par l'un des coups de couteau. Arthur Hillman la prend dans ses bras, il tente de freiner l'hémorragie, mais Kirsten perd connaissance avant de lui avoir dit qu'il l'a poignardée. Il prévient les secours et avant leur arrivée, il tente de lui faire un massage cardiaque. Malheureusement, compte tenu de la gravité de ses blessures, il n'y a plus rien à faire. Lorsque les secours arrivent sur place et que Kirsten est transportée à l'hôpital, elle est déclarée morte. Elle décède 1 mois avant son 16e anniversaire. Elle a reçu 5 coups de couteau.
3 au niveau de la poitrine, 2 dans le dos. Peu après l'arrivée de la police et des secours au domicile des Hillman, la famille Costa rentre de son dîner. Et lorsqu'ils arrivent, ils découvrent ce qu'il s'est passé. Et ils sont effondrés. Orinda, c'est une petite commune résidentielle. C'est le genre de drame qui n'arrive jamais ici. Tout le quartier est sous le choc et l'enquête de police démarre assez mal à cause du manque d'éclairage. Arthur Hillman, le voisin qui a tenté de secourir Kirsten, est interrogé. Et, il n'a rien entendu, si ce n'est les cris de la jeune fille. Et elle n'a pas eu le temps de lui dire qui l'avait poignardée. Cela dit, il se souvient d'un détail. Quand il a tenté de secourir Kirsten, il a vu au loin une Volvo prendre la fuite. C'est assez mince comme information, mais c'est un bon début. D'autant qu'Alexander Arnold, l'homme de Moraga, celui qui a déposé Kirsten devant chez elle, revient à Orinda. Donc lui, il avait tenté de retrouver la voiture jaune moutarde qui avait pris la fuite. Finalement, il n'est pas parvenu à rattraper la voiture. Donc il a décidé de retourner devant le domicile de la famille Costa. Et lorsqu'il arrive, il voit les secours, la police, et il comprend ce qu'il s'est passé. Donc il est interrogé par la police et il leur dit écoutez, la Volvo que M. Hillman a vue, c'est ma voiture à moi. Donc la voiture qu'il a vue prendre la fuite, c'était en fait la mienne. J'essayais de rattraper la voiture où se trouvait la meurtrière. Il dit que c'était une Ford Pinto de couleur jaune moutarde. Et il leur explique la soirée. Il dit voilà, un peu plus tôt dans la soirée, il y a une jeune fille qui a frappé chez moi, donc Kirsten. Elle était avec une amie, elle semblait complètement bouleversée. J'ai dû la déposer chez elle. Et il y avait cette jeune fille en voiture qui nous a suivis. Et je l'ai vue à un moment donné, elle est sortie, elle a rejoint Kirsten sous le porche. J'ai vu une sorte de dispute entre elles, mais j'ai pas bien compris ce qu'il se passait. Et j'ai eu comme une intuition, j'ai décidé de suivre la voiture, mais je ne l'ai pas rattrapée. Il dit, j'ai pas bien vu le visage de la jeune fille qui l'a agressée, mais ce qui est sûr, c'est que c'était une jeune fille. Et il a entendu quelques bribes de la dispute entre les deux jeunes filles. Peu avant que Kirsten soit poignardée, il l'a entendu crier à son ami « Laisse-moi tranquille, t'es quelqu'un de bizarre ». Des voisins de la famille Costa ont également vu cette voiture prendre la fuite et à cause du manque d'éclairage, là aussi, ils n'ont pas bien vu la conductrice, mais ils pensent avoir aperçu une jeune fille blanche avec des cheveux clairs. Les parents de Kirsten sont à leur tour interrogés et Berit leur parle du coup de fil de jeudi, cette histoire de dîner avec la sororité. Les enquêteurs vérifient, il n'y avait aucun dîner organisé par la sororité et surtout, il n'y a aucune Bobby dans le groupe d'amis de Kirsten. À ce stade de l'enquête, les seules informations fiables dont disposent les enquêteurs, c'est que la meurtrière était jeune, blanche avec des cheveux clairs et la voiture qu'elle conduisait était une Ford Pinto de couleur jaune moutarde. Pour bien recontextualiser, on est quand même en 1984, tout n'est pas aussi bien informatisé qu'aujourd'hui. Donc avec ces deux informations, les recherches peuvent prendre énormément de temps, si tant est qu'elles puissent aboutir à quelque chose. Toujours est-il que dès le lendemain du meurtre de Kirsten, la nouvelle fait le tour de la presse. Et la ville d'Orinda est horrifiée. Dans le lycée, tout le monde est bouleversé. Kirsten, c'était une jeune fille qui avait énormément d'amis. On ne lui connaissait aucun ennemi. C'était une jeune fille, comme je vous l'ai dit, qui était très populaire. Elle pouvait parfois avoir des mésententes avec certaines personnes, mais pas au point que ça puisse dégénérer en meurtre. Pourtant, les amis proches de Kirsten pensent qu'il y a peut-être une jeune fille au lycée qui aurait pu en vouloir à Kirsten au point de vouloir la tuer. Nancy Kane. Au départ, Nancy, c'était une fille populaire à la Miramont High School. Mais en cours d'année, elle a changé. Elle est devenue gothique, la fille gothique du lycée. Elle a progressivement cessé de fréquenter les filles populaires du lycée. Et forcément, elle s'est attirée leur moquerie. Elle était devenue une cible facile pour Kirsten et ses amis, d'autant que Nancy sort avec un footballeur du lycée. Pour ces filles, ça constitue un crime de lèse-majesté. Pour quelle raison cette fille aurait-elle le droit de sortir avec un footballeur alors qu'elle ne rentre pas dans les cases? Nancy était régulièrement prise pour cible par Kirsten et ses copines les pom-pom girls, mais elle ne se laissait pas faire, elle répliquait. Et elle aurait même menacé de tuer Kirsten. Les amis de Kirsten se rapprochent donc des enquêteurs pour leur faire part de leurs soupçons. Elles sont persuadées que c'est Nancy qui a tué Kirsten. Les enquêteurs vérifient cette piste et manque de bol pour ces petites pestes. Au moment du meurtre,
Nancy se trouvait chez les parents de son petit copain, avec son petit copain, pour la soirée. Et ils n'ont pas bougé. Et ils ont passé une très belle soirée au demeurant. Nancy est donc définitivement écartée de la liste des suspects. Bon, dans ce dossier, on a quand même une certitude, c'est que la meurtrière est une amie proche de Kirsten. Forcément, elle l'a présentée comme telle lorsqu'elle a frappé chez Alexander Arnold pour appeler ses parents. Elle a dit « je me suis disputée avec mon ami ». Donc c'est quelqu'un de très proche d'elle. Autant vous dire que le niveau de paranoïa est à son paroxysme au moment des funérailles de Kirsten, le 28 juin. Il y a tout son entourage, toutes ses amies, et elles se guettent toutes mutuellement parce qu'elles savent qu'au milieu d'entre elles se trouve la meurtrière de Kirsten. Un mois après le meurtre de Kirsten, l'enquête n'avance pas d'un poil. Il n'y a toujours aucune piste. C'est pourquoi le bureau du shérif demande l'aide du FBI. La première chose que le FBI fait, c'est dresser un profil psychologique de la meurtrière. Les enquêteurs reprennent tous les interrogatoires, ils les analysent minutieusement et un nom attire leur attention, celui de Bernadette Proty. Bernadette Proty, c'est une lycéenne de la Miramont High School dont le père est le propriétaire d'une Pinto jaune. Le problème pour les enquêteurs, c'est que Bernadette avait fourni un alibi pour le soir du meurtre. Elle faisait du babysitting et elle était passée au détecteur de mensonges. Elle avait réussi le test. Oui, on le sait depuis que le détecteur de mensonges n'est en réalité pas fiable, mais là, on est en 1984. Malgré ça, les enquêteurs pensent que cette piste est intéressante. Le profil de Bernadette présente des similitudes avec le profil qu'ils ont dressé de la meurtrière. Bernadette, c'est une lycéenne de 15 ans, elle est brillante, elle fait partie de l'entourage de Kirsten, elle est assez populaire et elle est également membre de la sororité Bob O'Link. Les enquêteurs interrogent les amis proches de Kirsten pour en savoir plus sur Bernadette et toutes disent la même chose. Bernadette est très studieuse, elle est agréable et tout le monde l'apprécie. Cela dit, les amis de Kirsten admettent qu'ils avaient remarqué que Bernadette voulait absolument devenir encore plus populaire. Elle avait même tenté d'intégrer les Pom-Pom Girls quelques mois plus tôt, sans succès. Les amis de Kirsten ajoutent qu'elle ne tarissait pas d'éloges sur Kirsten, elle l'idéalisait. Elle trouvait qu'elle avait tout pour elle, la beauté, la richesse, la popularité et la confiance en elle. Les deux jeunes filles n'étaient pas à proprement parler amies. Kirsten avait son groupe d'amis, Bernadette avait son groupe d'amis, mais parfois les deux jeunes filles se côtoyaient, elles faisaient toutes les deux partie de la sororité Bob O'Link. Bernadette était copine avec certaines amies de Kirsten, et certaines amies de Bernadette côtoyaient Kirsten pour des activités extrascolaires, on va dire. Donc elles étaient amenées à se rencontrer régulièrement et à partager des moments ensemble. Ce que découvre également le FBI, c'est que depuis quelques mois, Bernadette avait changé beaucoup de choses dans son mode de vie pour se rapprocher de Kirsten. La famille Proty n'est pas ce qu'on peut appeler une famille pauvre, mais c'est pas non plus une famille riche. Le père de Bernadette, Ray, est à la retraite et sa femme Hélène est femme au foyer. Ils ont 6 enfants qu'ils ont élevés dans le catholicisme. Ils vivent convenablement et raisonnablement sans rechercher à montrer des signes extérieurs de richesse. Bernadette est la petite dernière et elle semble avoir honte de ses parents à cause de leur âge et de leur mode de vie plutôt modeste. Elle a commencé très jeune à faire du babysitting pour gagner de l'argent de poche et depuis quelques mois, elle utilisait son argent de poche pour s'acheter des vêtements de marque, des vêtements un peu plus stylés afin d'impressionner Kirsten. Elle a tenté à plusieurs reprises de se rapprocher d'elle pour devenir une amie plus intime, mais ça ne s'est pas forcément bien passé. Pour vous donner un exemple, quelques mois plus tôt, le lycée a organisé une sortie au ski. Et durant cette sortie, Bernadette a partagé sa chambre avec Kirsten et des amis qu'elles avaient en commun, ou d'autres qui étaient uniquement les amis de Kirsten. Et pour cette sortie, Bernadette avait économisé afin de s'acheter une combinaison de marque pour impressionner Kirsten. Ce qu'il s'est passé, c'est que lorsque Bernadette a mis sa combinaison, Kirsten s'est moquée d'elle devant toutes les filles en lui demandant si elle avait acheté ses vêtements dans une friperie. Alors pour certains, ça peut paraître complètement dérisoire qu'on nous fasse cette remarque. Dans les friperies, parfois on trouve des pièces vintage qui sont incroyables. Moi-même, j'en ai trouvé dans des friperies sur Paris. Mais là, il faut bien qu'on recontextualise. On est en 1984. Les années 80, ça a été une période assez particulière aux États-Unis. D'ailleurs, cette période est bien expliquée dans Le Loup de Wall Street. C'était l'époque avec, vous savez, le trading, avec tout ce côté je veux me démarquer par mon mode de vie, par ma richesse, par mon statut social, ma belle maison, mes beaux enfants, ma belle voiture. Bon, c'est toujours le cas aujourd'hui, mais les années 80, ça a vraiment été un marqueur, je trouve. Et là, on parle d'une jeune fille qui a grandi dans un milieu
pas pauvre, hein, modeste, correcte, tout ce qui est de plus respectable, mais qui veut, elle aussi, devenir comme ces jeunes filles d'Orinda, qui dégagent, on va dire, la richesse, la popularité. Elle est populaire, Bernadette, mais pas comme elle le voudrait. Elle veut être aussi populaire que Kirsten. Elle veut renvoyer cette image idéalisée de la jeune fille américaine qui vit dans une ville huppée. Donc forcément, pour elle, ça a été vécu comme une très grande humiliation. Il y a 2 autres événements qui ont été très très mal vécus par Bernadette. Tout d'abord, le yearbook, vous savez, l'annuaire annuel avec toutes ces personnes populaires qui postent leurs photos et leurs anecdotes. Bernadette a candidaté pour en faire partie, elle n'a pas été retenue. Et elle s'est également présentée au concours pour entrer chez les Pom Pom Girls. Et là encore, elle n'a pas été retenue parce que apparemment elle n'avait pas le niveau. Donc ce sont 2 événements qui lui ont fait penser qu'on lui fermait des portes pour atteindre le niveau de popularité qu'elle pensait mériter. Le FBI est persuadé que c'est cette piste qu'il faut creuser. Mais il y a cette histoire d'alibi. Le soir du meurtre, Bernadette a dit qu'elle faisait du babysitting. Et là, ils se rendent compte que le bureau du shérif n'a même pas vérifié l'alibi en question. Il avait pris pour argent comptant ce qu'avait déclaré Bernadette, puisqu'elle est polie, elle est très respectueuse, et elle avait réussi le test du polygraphe. Donc le FBI vérifie l'alibi auprès de la famille qui est mentionnée dans l'alibi, et là, la famille explique qu'ils n'ont pas le souvenir que Bernadette ait fait du babysitting chez eux. Ils n'ont plus fait appel à Bernadette depuis un petit moment déjà pour garder leurs enfants. Donc ça leur paraît peu probable que ce soir-là, elle ait fait du babysitting chez eux. Au début du mois de décembre, le FBI convoque Bernadette pour un interrogatoire. À ce moment-là, 6 mois se sont écoulés depuis le meurtre de Kirsten. Et durant l'interrogatoire, l'enquêteur du FBI évoque avec Bernadette le profil psychologique de la meurtrière. Il veut les aveux de Bernadette parce qu'il n'a pas de preuves directes contre elle. Et comme il sait que Bernadette est ce qu'on peut définir comme une jeune fille plutôt respectueuse, il veut l'amener sur le terrain des aveux. Bernadette comprend très vite ce qu'il se passe. Elle lui demande s'il la soupçonne. L'enquêteur lui répond que oui, mais Bernadette n'avoue pas. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune preuve contre elle, si ce n'est le modèle de la voiture aperçu par les voisins. Ok, on parle d'une Ford Pinto couleur jaune moutarde, mais à part ça, on n'a rien, si ce n'est les témoignages des amis de Kirsten qui disent que Bernadette semblait quelque peu obsédée par Kirsten. Mais ça, c'est un élément purement subjectif. Bernadette est donc relâchée. Pour l'enquêteur du FBI, c'est une impasse, il n'y a plus aucune carte à jouer. Il est persuadé que c'est Bernadette qui est impliquée dans ce meurtre, mais il n'a aucun élément tangible. Mais quelques jours après l'interrogatoire de Bernadette, coup de théâtre. On est le 11 décembre. Bernadette remet une lettre à sa mère et elle lui demande de ne pas l'ouvrir avant 30 minutes, puis elle sort pour aller à l'école. Hélène respecte le souhait de sa fille, elle attend 30 minutes et elle commence à lire la lettre, et au fur et à mesure, ses yeux s'agrandissent d'effroi. Dans cette lettre, Bernadette confie à ses parents que le FBI la soupçonne d'avoir tué Kirsten et que c'est la vérité. C'est bien elle qui a tué sa camarade, oui. Elle est profondément marquée par ce qu'elle a fait et elle sait que dorénavant, rien ne sera plus jamais pareil. Hélène prévient aussitôt son mari Ray. Ils se rendent ensemble au lycée de Bernadette pour la récupérer. Sa mère la retrouve. Bernadette est bouleversée. Elle pleure et elle lui demande pardon. Finalement, Bernadette se rend au commissariat avec ses parents où elle avoue son crime et elle explique ce qui l'a poussée à tuer Kirsten. Le jeudi 21 juin, c'est bien elle qui a appelé au domicile de la famille Costa. Elle a parlé à Berit, la mère de Kirsten. Elle lui a dit s'appeler Bobby et elle lui a menti. Elle lui a dit qu'il y aurait un dîner surprise pour Kirsten organisé par la sororité. Bernadette explique que si elle a menti, c'est parce qu'elle voulait se retrouver en tête-à-tête avec Kirsten. Elle voulait enfin devenir son amie. Jusque-là, Kirsten avait clairement démontré à Bernadette par ses gestes et ses attitudes qu'elle ne voulait pas être proche d'elle. Donc Bernadette ne savait pas comment faire pour se retrouver avec elle et discuter avec elle et créer un lien avec elle. Elle a donc pensé qu'en lui tendant cette sorte de guet-apens, elle pourrait enfin devenir son amie. Lorsqu'elle est passée la récupérer le soir du 23 juin, Kirsten s'est aussitôt montrée désagréablement surprise de voir Bernadette au volant de la voiture. Mais elle est tout de même montée avec elle,
puisqu'elle pensait qu'il y avait un dîner en son honneur. Et durant le trajet, Bernadette a tenté de lui faire la conversation, mais Kirsten était froide avec elle. Elle se montrait impatiente de rejoindre les autres filles. Mais au fur et à mesure, Kirsten a montré des signes de suspicion. Elle trouvait l'attitude de Bernadette bizarre, elle trouvait qu'elle était beaucoup trop décontractée pour un dîner aussi important. Elle a demandé à Bernadette s'il y avait vraiment une soirée avec la sororité, et Bernadette a avoué que non, elle voulait simplement passer un peu de temps avec elle. D'après Bernadette, Kirsten s'est mise en colère et elle lui a demandé d'arrêter la voiture. Elle voulait partir. Elle lui a dit qu'elle était bizarre et qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec elle. Elle l'aurait menacée de raconter toute cette histoire au lycée, puis elle est sortie de la voiture, elle s'est dirigée vers la première maison et elle a frappé chez Alexander Arnold pour demander à appeler ses parents. Bernadette explique qu'elle a été terrifiée par les menaces de Kirsten. Elle craignait que tout le lycée la rejette après ça. Elle ne voulait pas devenir une cible alors que son rêve était de devenir populaire. C'est pourquoi elle a fait le pied de grue devant chez Alexander Arnold. Elle ne pouvait pas repartir comme ça. Elle voulait discuter encore une fois avec Kirsten, mais Alexander Arnold l'a accompagnée chez elle en voiture. Elle les a suivis devant la maison des Costa et prise par la peur et l'émotion, elle a saisi un couteau qui se trouvait dans sa voiture et elle a rejoint Kirsten sous le porche. Bernadette jure qu'elle n'a pas prémédité son geste, elle aurait agi sous la peur et la colère. Et pour expliquer la présence de ce couteau, elle dit que sa grande sœur Virginia, qui utilise également la voiture de leurs parents, en laisse régulièrement un pour éplucher des fruits lorsqu'elle utilise la voiture. Et ce point sera confirmé par Virginia. Concernant la lettre qu'elle a écrite à ses parents, elle dit que peu avant, elle s'est rendue dans une église, elle s'est confessée à un prêtre, elle se sentait mal, elle voulait soulager sa conscience et le prêtre lui a conseillé d'en parler à ses parents. C'est pourquoi elle a écrit cette lettre, elle ne voulait pas en parler directement à ses parents parce qu'elle avait peur de leur réaction. Donc en écrivant cette lettre, c'était une façon pour elle de ne pas les avoir face à elle quand elle ferait ses aveux. Bernadette Protier est finalement mise en examen pour meurtre au premier degré, c'est-à-dire assassinat chez nous. C'est un homicide avec préméditation. Son procès s'ouvre en mars 1985. Bernadette est jugée en tant que mineure, puisqu'elle avait 15 ans au moment des faits. Et ce qu'il ressort des différents témoignages, c'est le sang-froid de Bernadette. Durant 6 mois, elle a continué à côtoyer le groupe d'amis de Kirsten sans ne jamais montrer le moindre signe d'inquiétude ou de stress. Idem du côté de sa famille. Personne n'a rien constaté de différent. Certes, les mois qui ont précédé le meurtre, ses parents ont remarqué les changements, qu'ils soient vestimentaires ou au niveau du comportement de leur fille. Elle semblait avoir honte d'eux, comme je vous l'ai dit, de leur âge, de leur situation financière, mais après le meurtre, rien du tout. Cela dit, d'après les différentes expertises, le meurtre n'était pas préparé. Il s'agit d'un geste compulsif fait dans un moment opportun. En d'autres termes, ce n'était pas prémédité. À l'issue du procès, Bernadette est reconnue coupable de meurtre sans préméditation. Elle est condamnée à 9 ans de prison. C'est une sentence qui n'a pas du tout satisfait la famille Costa et plus globalement la communauté d'Orinda. Peu après le procès, certainement pour éviter d'être harcelée par la presse et également pour s'éloigner de l'endroit qui leur rappelait le meurtre de Kirsten, la famille Costa déménage à Hawaï. Bernadette, quant à elle, est finalement libérée de prison en 1992 à l'âge de 23 ans. Elle n'aura purgé que 7 années de prison. Aussitôt après sa sortie, elle change de nom pour ne pas être retrouvée. Elle déménage et elle poursuit ses études. Elle entre à l'université et elle obtient un diplôme en sciences, puis elle devient infirmière et rédactrice médicale. Après quoi, elle se marie et elle fonde son foyer. Ce qu'il est intéressant de souligner, c'est qu'à l'époque, beaucoup de journalistes ont couvert cette affaire et certains ont émis l'hypothèse que le mobile avancé par la cour ou par la défense de Bernadette n'était pas le vrai mobile. Bernadette n'aurait pas tué Kirsten parce qu'elle était jalouse d'elle ou qu'elle aurait eu peur que Kirsten dévoile à l'école que Bernadette était une fille, on va dire, bizarre, obsédée par la popularité de Kirsten. Certains journalistes ont dit qu'en fait, Bernadette était peut-être amoureuse de Kirsten et que le soir du 23 juin 1984, elle a tenté de l'embrasser dans sa voiture. Ils disent qu'en fait, elle aurait eu peur que Kirsten dévoile au lycée que Bernadette était plutôt attirée par les filles. Et ça l'aurait mise dans un tel état de stress et de peur qu'elle aurait décidé de tuer Kirsten pour que son secret soit bien gardé. Bon, à ce jour, cette théorie ne reste qu'une théorie parmi d'autres, puisqu'elle n'a jamais pu être prouvée.
Pour en revenir à l'affaire, en 1994, soit 10 ans après le meurtre de Kirsten Costa, un téléfilm tiré de cette affaire est réalisé, Death of a Cheerleader, celui dont je vous parlais en début de vidéo. Le rôle de Kirsten est joué par Tori Spelling et celui de Bernadette par Kelly Martin. Je vous glisse le lien pour ceux que ça intéresse, et j'avoue que Tori Spelling joue vraiment bien les rôles de garce. À mon sens, c'est même assez caricatural, et plus récemment, en 2019, il y a un second téléfilm qui a été réalisé sur cette affaire, Mort d'une cheerleader. Je l'ai vu également, et l'actrice Kelly Martin, qui jouait le rôle de Bernadette dans le téléfilm de 1994, joue ici le rôle de l'agent du FBI. À titre perso, je trouve que ce téléfilm se rapproche peut-être davantage de la vraie histoire. Il est beaucoup plus nuancé, surtout au niveau des personnages principaux. Bernadette, dans le téléfilm de 94, c'est vraiment une peu chère, hein, c'est une victime. Le personnage de Kirsten, donc Tori Spelling, c'est genre la garce à l'américaine, comme on les voit dans les téléfilms américains habituellement. Et il y a un côté manichéen, en fait, qui est assez marqué, alors que dans ce second téléfilm, les personnages sont plus pondérés. Et d'ailleurs, dans le second téléfilm, on ressent bien que le personnage de Bernadette veut impérativement se rapprocher du personnage de Kirsten pour devenir plus populaire qu'elle ne l'est déjà. Donc ouais, cet élément-là est bien repris dans le téléfilm de 2019, ce qui n'était pas le cas dans le téléfilm de 1994. Par exemple, 94, vous regardez ce film, vous avez trop de peine pour Bernadette. Ensuite, vous regardez le film de 2019. Certes, Kirsten, son personnage, voilà, elle a un côté peste, un petit côté je suis une bourgeoise, je le vaux bien, mais on sent que derrière son refus de devenir amie avec Bernadette, il y a une raison. Et d'ailleurs, elle lui explique cette raison. Elle lui dit non, tu ne te serviras pas de moi pour devenir plus populaire. Donc voilà. Par contre, petit détail, et pas des moindres, parce que là, c'est mon petit coup de gueule. Dans le téléfilm de 94 et le téléfilm de 2019, pourquoi Kirsten est jouée par une blonde et Bernadette par une brune, alors que dans la vraie histoire, c'est l'inverse? C'est quoi le problème avec les brunes, wesh? On a quoi? Pourquoi comme ça, on se fait victimiser dans les téléfilms? Genre, pour être une meurtrière, faut être brune. Et pour être la victime, dans les téléfilms américains, faut être blonde. C'est quoi ces clichés? Moi, j'accepte pas. Hein. Plus sérieusement, ce second téléfilm a relancé l'intérêt autour de l'affaire, autour de Bernadette, hein, cela va sans dire. Et des internautes ont tenté de retrouver sa trace. D'ailleurs, certains y seraient parvenus. Elle est toujours mariée, elle a des enfants, elle travaille toujours dans le médical, elle a même un poste à responsabilité. Et apparemment, si c'est bien elle, elle fait partie d'un comité de quartier. Enfin, vous voyez... femme un petit peu en place, en mode housewife, Desperate Housewives. Alors, elle aurait fait quelques retouches sur son visage et certains internautes affirment que c'est bien elle. Moi, j'ai vu les photos. Honnêtement, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, bah voilà. Voilà tout pour l'histoire de Kirsten Costa. Cette lycéenne populaire de 15 ans, poignardée à mort devant chez elle par l'une de ses camarades de classe, une nuit de juin 1984. Bon, et bien si vous en êtes à cette partie, j'en suis vraiment très contente parce que ça signifie que vous avez regardé l'entièreté de la vidéo. Je vous assure que cette affaire, c'est l'une des affaires qui m'intéressait le plus. Enfin, peut-être pas qui m'intéressait le plus, mais si, elle m'a quand même intéressée parce que j'ai trouvé que dans cette affaire, il y avait tellement de choses. Le fait que des adolescents reproduisent à leur petite échelle, vous savez, les dérives de la société, les dérives du mode de vie de leurs parents, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant. Là, on a une jeune fille très populaire qui veut asseoir comme ça sa popularité parce que elle voit qu'à Orinda, c'est bien comme ça de se démarquer socialement. On a une autre jeune fille qui vit dans un milieu respectable, avec des parents croyants qui lui inculquent certaines valeurs, dont celle de la modestie, mais qui veut absolument, malgré tout, ressembler à ceux qui la méprisent. Enfin, j'ai trouvé que c'était super intéressant. Et ce qui m'a beaucoup chagriné, au-delà du meurtre de la pauvre Kirsten, c'est ce côté hyper caricatural. C'est tellement caricatural. Des fois, on regarde des films, on a l'impression que c'est des caricatures, mais en fait, il suffit de regarder autour de nous
et on se rend compte que ça ne l'est pas. Après, tout dépend des milieux dans lesquels on évolue, bien évidemment. Moi, je sais que mes années lycée, c'était pas du tout ça. Il n'y avait pas du tout de trucs dans le genre. Enfin, il y avait, vous savez, de tout, des intellos, des ragounes, des pas forcément attrayants, des beaux et des belles gosses dont je ne faisais pas partie, on va pas se mentir. Il y avait des sages, calmes, des bagarreurs, il y avait des personnes pauvres, des moins pauvres, il y avait de tout. Mais quand je vous dis qu'il n'y avait pas de délire d'un côté les riches, d'un côté les pauvres. Bon, après, il n'y avait pas non plus énormément de riches, hein. Moi, j'ai grandi en banlieue, donc forcément, la richesse, c'est quelque chose, on va dire, de très relatif. Mais malgré tout, parmi les pauvres et les modestes, il y en avait qui avaient un peu plus de moyens. Mais tout le monde se mélangeait. Enfin, il n'y avait pas de trucs comme ça. J'en perds mes mots tellement, en fait, quand je vois les téléfilms américains, ça me paraît tellement loin, parce que je me dis, mais moi, j'ai pas connu ça, je connais personne qui a connu ça en France, hein, j'entends. Et je trouve que c'était bien. Bon, après, c'était il y a plus de 20 ans. Donc peut-être qu'entre-temps, les choses ont évolué. Par contre, petite anecdote, une fois, je me rappelle, on était en première ou en terminale avec des copines au lycée, on avait voulu organiser le bal d'hiver, parce qu'on voulait trop faire comme les Américains. Vraiment. Ce qu'aujourd'hui, on trouve comme extrêmement caricatural, à l'époque, on a quand même tenté quelques petites reproductions et on s'est rendu compte en fait que ce modèle-là n'est pas adapté à toutes les sociétés. Et nous, c'était pas du tout adapté à notre modèle de société. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que vraiment, notre bal, c'était trop drôle. Je vous jure, rien que d'y penser, j'en rigole encore. On avait voulu faire voilà, vente de gâteaux pour financer ensuite notre bal d'hiver. Vous savez, c'est le bal d'hiver ou d'automne ou je sais plus quoi, avec élection de Miss et Mister, qui a été un carnage. Quand je vous dis que la soirée a été un carnage, c'est très simple, hein, ça s'est fini en baston avec la proviseure qui pourchassait des jeunes dans les couloirs du lycée, qui avait fait rentrer de l'alcool en douce, comme dans les films américains. Et franchement, cette soirée, elle est mémorable. Qu'est-ce qu'on a rigolé aujourd'hui, rien que d'y repenser. C'était des barres de rire parce qu'il n'y avait rien qui allait, vraiment, si ce n'est qu'on a tous rigolé ensemble, on a tous passé un moment de délire ensemble, quel que soit notre niveau social, notre provenance, tout ça. Vraiment, on a beaucoup rigolé, mais je peux vous dire que ça a tellement traumatisé la proviseure que never back again. Il n'y a plus jamais eu de bal, de promo, de je ne sais quoi. Ça a été une fois, plus jamais. Donc voilà. Vous, n'hésitez pas à mettre en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire. Je pense que beaucoup ont vu le téléfilm de 1994. Et puis là, j'ai plus de batterie. Donc ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.